Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. C'est une question. Rendez-vous maintenant habituel avec l'ANECAM, si on est ravi pour notre séance d'aujourd'hui d'accueillir Catherine Barthélémy. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut faire quand un enfant ne réagit pas à son prénom à 12 mois. Et Michel Arsenault est avec nous également. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'ANECAMS. Vous avez organisé ces séminaires, ces webinaires, une question et vous allez suivre les échanges sur le chat avec nous, puisque vous qui êtes en ligne, vous pouvez nous poser vos questions. Ça se passe dans le forum de discussion, le chat qui est juste en dessous ici de moi. Et vous pouvez poser vos questions, réagir, témoigner tout au long de ce webinaire, dès maintenant. Et l'objectif de ce webinaire, une heure, une question, c'est qu'on termine à 14 heures précise. Catherine Barthélémy, donc vous êtes professeur de médecine émérite à l'Université de Tours, vous êtes également chef de service honoraire dans cette même Université de Tours, et vous êtes présidente de l'Académie de médecine. On est très honoré de vous avoir avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question-là, qui est celle du jour? Que faire quand un enfant ne réagit pas à son prénom à l'âge de 12 mois? Merci beaucoup et bonjour. Bonjour à tous nos participants. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer virtuellement, mais nous aurons l'occasion, j'en suis sûre, d'avoir de bons échanges sur cette question qui est celle de l'évaluation, du repérage, des, euh, des, des variations. On va appeler des variations dans un premier temps neurodéveloppementales et ensuite des examens qui vont être nécessaires pour confirmer et qu'il y a un doute sur un neurodéveloppement atypique, différent et qui mène à des diagnostics. Alors, euh, dans la pratique, j'insiste toujours sur le fait que l'examen clinique et les explorations complémentaires qui vont être parfois nécessaires s'inscrit dans un écosystème qui est celui de l'enfant et que par conséquent, vous savez, ça fait partie de de nos bonnes références aux uns et aux autres d'écouter les mamans. Les mamans nous en disent beaucoup sur comment fonctionne l'enfant. Et je dirais que à partir du moment où un enfant nous est confié et qu'il est accompagné par un proche, qui est souvent la maman ou la nourrice, en tout cas, et écouter les mères avec des guillemets euh, euh, autour de ce qu'on appellera cet écosystème. Le deuxième point qui est très important, c'est que il y a à l'âge de 12 mois des variations. Il y a un spectre de, de- d'acquisition, de comportement, de connaissances de l'enfant qui sont d'autant plus variables que cette période de vie est sur le plan, je dirais, du développement moteur euh, et aussi des expositions à des situations sociales qui est très variable d'un enfant à l'autre. Donc, vous voyez, tous ces... et puis c'est aussi... il y a des cultures différentes, hein. On est, en tant que clinicien, amené à tenir compte de l'environnement culturel et je dirais, sociétal des enfants qui nous sont confiés pour les aider, si c'est nécessaire, à surmonter des difficultés qui apparaissent à cet âge-là. Alors, euh, la question, c'est que faire quand un enfant ne réagit pas à son prénom à 12 mois? Alors, 12 mois, déjà, c'est un âge qui est une transition, hein, vers
entre la période vraiment de dépendance, hein, puisque dépendance motrice, et puis d'indépendance, puisque c'est l'acquisition quand même de la station debout, de la rotation dans l'espace. L'enfant se tient droit sur, sur ses pieds et il est capable même de se tourner avec appui mais ou sans appui. Évidemment, il y a toujours hein, des variantes d'un enfant à l'autre, mais c'est une période clé au plan de l'autonomie motrice et on va dire l'autonomie en général. Et le, quelque part, le prénom aussi est la réponse à son prénom signe que l'enfant s'identifie comme un individu dans la famille, qu'il a, il est repéré par un vocable qui lui est propre. Et c'est au plan du développement, c'est une charnière extrêmement importante puisque elle va ouvrir l'enfant à une vie sociale dans laquelle il va être un petit citoyen. C'est euh, c'est c'est- c'est pour cette raison que ce signe n'est pas anodin. Dans le domaine de ce qu'on appellera le développement général de l'enfant, le développement global, mais aussi les troubles qui affectent ce neurodéveloppement. Puisque c'est bien ça la question, que faire? Est-ce qu'il faut s'inquiéter et comment? Voilà, le troisième point, c'est que à 12 mois, c'est déjà tard et que normalement, à 12 mois, si l'enfant a un trouble ou des troubles qui ont fait que les consultations ont permis de mettre le doigt sur des difficultés, eh bien, dans une trajectoire, on va dire, de consultation, à 12 mois déjà, les choses sont bien avancées sur le plan, on va dire, du repérage et, si possible, des interventions. Il arrive que à 12 mois, ce soit une première consultation. Je dirais, il n'est jamais trop tard. 12 mois, quelque part, pour le neurodéveloppement, c'est encore tôt. Donc, il ne faut pas se sentir coupable d'être passé à côté ou d'arriver à un moment donné où les choses seraient déjà bouclées. Pas du tout, pas du tout. Il n'est jamais trop tard. Donc, après cette introduction un petit peu générale, euh, je vais aborder cette question de la réponse au prénom. Donc, il y a dans, dans l'examen auquel vous procédez, et il y a une ambiance générale. Hein. Donc, et par conséquent, la réponse au prénom, ça suppose que l'environnement est favorable pour détecter des stimulations sonores qui doivent discriminer un certain nombre de fréquences qui permettent de reconnaître son prénom. Ça, c'est très important. Donc, autrement dit, si la maman vient témoigner en disant c'est bizarre parce que quand je l'appelle, il ne me répond pas, il ne se retourne pas quand je l'appelle par son prénom. Vous allez de toute façon vérifier, avoir à vérifier. Il faut, si possible, se placer dans des conditions qui sont favorables. Parce que la stimulation sonore qui correspond à des fréquences qui sont des fréquences du langage, elles s'inscrivent dans un environnement. S'il y a un bruit de fond, si la maman a repéré, la maman ou la personne qui accompagne l'enfant, qui peut être un parent, mais qui peut être aussi quelqu'un une nourrice, une, une personne qui connaît l'enfant et qui est en relation avec elle, euh, voilà, cette non-réponse, elle doit être bien confirmée. Bien confirmée. Euh, vous savez que un des problèmes actuellement est que
dans les environnements naturels des enfants, au domicile et ailleurs, il y a énormément de bruit de fond. Et un des bruits de fond et une des stimulations qui peut capter un enfant, c'est le fait d'être aspiré par la contemplation d'un écran, hein. Donc, vous voyez, le- là aussi, à partir du témoignage de la maman ou de votre propre observation dans un contexte qui n'est pas celui d'une consultation vraiment calme, il est très très important de s'écarter de tout ce qui pourrait brouiller euh, la, la perception de la stimulation vocale avec des fréquences, encore une fois, qui sont quelquefois dans les aigus. Donc, c'est très important d'être dans les bonnes conditions. L'autre point, c'est que si là aussi l'enfant euh, ne répond pas à son prénom, et on y reviendra tout à l'heure, ça n'est pas un signe qui... Ça peut être un signe qui est isolé, mais ça peut être aussi un signe qui apparaît ou qui se construit, ce signe, dans un contexte qui est un contexte de trouble du neurodéveloppement au sens large. Donc, il n'y a pas que ce signe. Alors, que faire? Que faire? En tant que spécialiste qui est interpellé pour confirmer, hein, et inscrire sur ce carnet et ces pages maintenant qui sont très précieuses pour identifier le plus tôt possible un trouble du neurodéveloppement, et vous allez vous-même examiner l'enfant et l'examiner dans des bonnes conditions. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles l'enfant ne répond pas à son prénom. Euh, la première raison, c'est qu'il est capté. Je vais commencer autrement. La première raison, évidemment, c'est qu'il n'entend pas bien. Il n'entend pas bien, il a un trouble de l'audition euh, qui porte, qui l'empêche de répondre ou de capter les fréquences du son qui correspondent à son prénom. En tout cas, tout ce qui concerne la fonction auditive doit être vérifié. Et vous avez la possibilité, par des examens très simples, dans le cadre de cabinet de consultation, lors de la consultation toute simple, de vérifier qu'en effet, lorsque c'est la personne accompagnante euh, qui peut prononcer le prénom, l'enfant ne se retourne pas, ça vaut le coup vous-même de prononcer le prénom et de voir si l'enfant se réagit ou pas, etc. Il se peut, il se peut que l'enfant ait, lors de la consultation, si c'est la première, que cette consultation ne s'inscrit pas dans un parcours, que l'enfant ait une hypoacousie qui est liée à un trouble, à une situation, on dirait, euh, médicale classique, hein. Il peut avoir une otite, il peut avoir des séquelles d'otite. Enfin, ça nécessite véritablement, pour ne pas faire- se prévenir de diagnostics qui soient liés à des troubles auditifs, de bien examiner l'enfant dans des conditions qui sont favorables. Parce que, euh, bien sûr, euh, le trouble sensoriel, le trouble sensoriel doit déclencher une stratégie qui est celle non seulement de la confirmation diagnostique, mais aussi, bien entendu, des soins. Alors, si ceci est éliminé, on rentre dans le cadre non plus de ce qu'on appellera du déficit sensoriel,
mais du trouble du comportement sensoriel social. Euh, alors, ce trouble de comportement sensoriel social, il est véritablement au cœur de ce qu'on appelle le trouble du neurodéveloppement. Et il y a deux situations dans lesquelles cet enfant peut être à risque. Il peut avoir un trouble, bien entendu, ce qu'on appelle l'autisme, hein. Vous savez que la non-réponse à des stimulations d'origine humaine, vocale, et en particulier la non-réponse à son prénom, est un signe cardinal hein, qui a été décrit par Kanner, le premier, de l'autisme de l'enfant. Donc, un nourrisson de 12 mois qui ne répond pas à son prénom, dans un contexte qui va être exploré minutieusement, peut être un signe qui est indicateur que cet enfant a un trouble de la réaction à une situation sociale. Non pas parce qu'il est sourd, mais parce que euh, il n'identifie pas ou sa réaction à à l'approche de l'humain est, on va dire, paradoxale. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le aloneness de, de Kanner. Kanner, c'est toujours, ouais, c'est-à-dire préfère être seul et ne tient pas compte des autres dans son jeu, préfère être seul à une activité orientée vers l'autostimulation. Voilà. Le deuxième axe sur lequel on est très sensible, c'est que là aussi, dans les troubles du neurodéveloppement du jeune enfant, il y a des difficultés d'attention. Certains nourrissons sont captés par des stimulations visuelles et négligent euh, les stimulations auditives, sans pour autant qu'il s'agisse d'un trouble du neurodéveloppement autisme. C'est plus un trouble de l'attention, plus une négligence attentionnelle qu'une... Et par conséquent, euh, vous voyez, à cet âge-là, il va question de, de faire un diagnostic de trouble du neurodéveloppement au sens catégoriel, mais au sens fonctionnel, il est très important de, de bien décrire et de bien faire comprendre à l'entourage que il est utile pour cet enfant, il est même indispensable pour cet enfant d'être, je dirais, approché et même éduqué dans des conditions qui sont des conditions euh, de calme, de régularité euh, et aussi, bien entendu, de facilitation de la relation sociale euh, en même temps par divers canaux, en particulier le canal moteur, de jouer avec l'enfant, et dans un bain qui est un bain social avec du langage et évidemment euh, des stimulations qui lui soient adressées, des stimulations positives qui lui soient adressées dans un contexte qui lui est agréable. Vous voyez? Ça, c'est-à-dire que le calme, tranquillité, disponibilité, réciprocité. Vous voyez, ce sont des clés de l'approche de ces enfants. Donc, vous voyez, voilà, éliminer un trouble sensoriel ou une difficulté sensorielle temporaire liée je dirais, à des infections, à une otite, etc., etc.
Et puis ensuite, euh, très, très calmement, bien s'assurer que les conditions dans lesquelles l'enfant se développe sont des conditions qui vont favoriser son identification comme étant une personne en relation avec les autres. Et un indicateur de cette appartenance à un groupe social, c'est vraiment son prénom, sa personne. Euh, alors, ensuite, et puis je terminerai là-dessus, il y a d'autres fonctions, vous voyez, qui sont euh, très importantes. L'examen fonctionnel de l'enfant fait partie, en quelque sorte, de l'examen médical, dont un certain nombre de marqueurs figurent maintenant dans le carnet de santé. Vous voyez, est un examen et qui est un examen sur le fonctionnement. Il y a d'autres fonctions, l'attention, j'en ai parlé, l'intention, l'intention, c'est-à-dire la manière dont l'enfant va produire un geste qui va être orienté vers l'autre pour lui offrir ou lui demander quelque chose. Vous voyez, l'intention, il y a des marqueurs comportementaux très simples qui permettent de confirmer le doute qu'on peut avoir sur un possible trouble du neurodéveloppement. Il y a aussi l'imitation. Il est ici, vous voyez, ce sont des fonctions que j'appellerais cardinales qui permettent, dans un examen très simple, de confirmer que cette non-réponse au prénom s'inscrit dans un possible trouble un peu plus large qui pourrait se confirmer, hélas, comme étant un trouble du neurodéveloppement. L'imitation, vous voyez, le fait de taper dans les mains, de faire coucou, coucou, coucou caché, faire bravo, etc. Et les enfants de 12 mois en sont tout à fait capables. Et quand ils sont toujours dans des conditions d'examen qui sont des conditions facilitantes, hein, tranquillité, disponibilité, réciprocité. Vous voyez? Et s'il y a des fragilités, euh, qui apparaissent, qui se confirment lors de votre examen et lors de l'entretien avec le proche qui est avec vous au cours de cet examen, eh bien, ne pas paniquer. Pas de panique. Euh, Si vous avez un doute sur les explorations euh, auditives qui pourraient bien expliquer, qu'on va vérifier, etc. Si tous ces doutes sont éliminés et que vous vous orientez plutôt vers des particularités du développement à cet âge clé de la socialisation, eh bien, dire euh, conseiller d'organiser autour de l'enfant tout ce qui va pouvoir, et ça va se faire non seulement en famille, dans l'environnement habituel de l'enfant, mais aussi avec, avec des spécialistes. On peut déjà imaginer hein, que des petites séances, vous voyez, de motricité intentionnelle, de partage, d'imitation, d'attention. Euh, voilà, donc déjà, euh, encourager les proches à stimuler l'enfant dans des conditions favorables. Et puis, si le doute persiste dans la consultation suivante, eh bien là, il va falloir probablement faire des examens plus précis, en particulier du neurodéveloppement et du fonctionnement social de l'enfant. Merci Voilà. beaucoup, professeur Barthélémy, pour cette présentation. Je vois qu'il y a déjà une question, Michel, sur le chat. Peut-être qu'on va prendre peut-être cette première question. N'hésitez pas à réagir, à intervenir sur le chat ou les questions-réponses sur les liens qui sont juste en dessous de l'écran. Michel, première question. Quelqu'un signale une pénurie d'ORL en mesure de recevoir des Ah, enfants et qui se demande dans ces cas-là comment faire pour
vérifier tout de même l'audition? Ah, ouais, alors là, vous me posez une colle, hein. C'est vrai que, bon, il y a l'examen, évidemment, des- l'examen oral. Euh, je, je veux dire, personne ne pourra remplacer l'examen ORL. Toutefois, comme je vous le disais, dans un contexte clinique qui est celui de la réponse au son, vous savez, on a les petits Moati, les petits jouets de Moati, etc. Et il y a dans dans la panoplie de l'examen clinique un certain nombre d'indicateurs quand même que l'enfant pourrait avoir un trouble fonctionnel de son système auditif, hein. Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on appellera la perception sociale du signal auditif qu'est son prénom. Sur la question du langage, globalement, un enfant qui donc ne répond pas à son prénom à 12 mois, est-ce que ça veut dire que forcément on aurait pu, oui, il doit y avoir un retard de langage global sur les premiers mots, les premiers babillages? Est-ce que c'est forcément lié ou est-ce que on pourrait avoir un développement du langage qui serait à peu près normal? On a bien entendu hein, qu'il peut y avoir des variables, mais que cette question-là du spécifique du prénom apparaisse, ce Alors, non-réponse au oui, prénom. oui, bien sûr, hein, c'est une trajectoire. C'est une trajectoire. À 12 mois, il s'est passé déjà beaucoup de choses. Et par conséquent, on a des indices que l'enfant, même très jeune, souvent les bébés qui pleurent ou qui appellent la maman, hein, en poussant des petits cris parce qu'ils ont faim ou qu'ils veulent qu'on les prenne dans les bras. Euh, ben, quand la maman rentre dans la chambre, ils entendent le bruit de la porte, etc. Et ils arrêtent de pleurer. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a des petits signes comme ça. C'est-à-dire que des signes comportementaux, des signes aussi vocaux, hein. Après, c'est vrai que euh, il y a tous ces échanges vocaux dans ces interactions précoces avec la maman. Il y a bien entendu du moteur, hein. C'est vrai, l'orientation du visage vers le visage de l'adulte qui s'intéresse à l'enfant et qui le stimule. Ensuite, il y a l'orientation du regard vers une cible sonore, hein, qui est un jouet sonore. Donc, le hochet, hein, c'est un des premiers jouets qu'on fait, qu'on anime, qui anime la relation avec l'autre. Et puis les vocalises aussi, les propres vocalises de l'enfant qui se... Et il y a eu beaucoup de travaux sur le très jeune enfant dans le premier semestre, deuxième semestre et troisième semestre. Alors là, on est dans le fin du deuxième semestre, mais dans le premier semestre déjà, on voit que les enfants qui vont avoir de l'autisme euh, ne synchronisent pas. Déjà, si on analyse le dialogue vocal, hein, simplement, vous voyez, bébé, mon trésor, etc. Et puis, le bébé va répondre vocalement. À l'époque, il n'est pas encore doté de l'outil langage, bien loin de là, mais c'est déjà une façon. Et il y a une désynchronisation entre les appels de la maman, les propositions de la maman. La maman, vous savez, c'est un mot valise hein, qui veut dire l'interlocuteur et le partenaire social, et puis les vocalises de l'enfant. Cette désynchronisation. Et ce qui est très intéressant aussi et que nous a montré la recherche, c'est que ça concerne non seulement la voix, mais ça concerne aussi la gestuelle, c'est-à-dire s'orienter, tendre le visage vers l'avant, et puis visuel, l'orientation visuelle
vers le visage d'autrui, et en particulier du partenaire social, qui est, encore une fois, la maman. Ouais. Ça instruit beaucoup. Le, le- L'autisme n'est pas seulement un trouble lié à une perception auditive. L'ensemble du système sensorimoteur et socio-émotionnel est concerné très tôt. Et à 12 mois, ça se voit beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup. Donc, on va explorer le langage globalement, le développement du langage, les interactions Motrice. motrices. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut explorer autour de cette question-là auprès d'un enfant d'un an? Par Euh, exemple, sur la motricité, sur je sais pas, façon de se Bien sûr, tenir, bien assis, sûr, bien debout, sûr. allongé. Alors, évidemment, hein, parce que cette motricité sociale, bien entendu, hein, les enfants euh, aussi, on le sait, par exemple, ont plus de difficultés, ces enfants ont plus de difficultés à orienter un geste et à coordonner un geste qui est proposé par une personne. Vous voyez, aller chercher un objet tendu par une personne, eh bien, dans l'autisme, c'est un des signes moteurs, vous voyez, qui a été très, très bien validé par des études sur des cohortes euh, anglo-saxonnes euh, et américaines. Et puis, bien entendu, le visuel. Hein, le visuel, vous savez que grâce aux techniques de tracking du regard, avec des dispositifs de eye tracking qui sont maintenant disponibles, c'est pas coûteux du tout. On a même pensé que tous les cabinets médicaux pourraient s'en équiper parce que c'est léger, c'est facile à utiliser. Eh bien, on sait où regarde l'enfant et l'enfant ne regarde pas le visage et en particulier la zone des yeux de la personne. Ce qui signe là aussi qu'il y a un dysfonctionnement de la perception visuelle sociale. Vous voyez, les réseaux cérébraux de la perception visuelle sociale, perception auditive sociale et perception motrice sociale. Professeur Catherine Barthélemy, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a un doute hein, dans le cabinet médical, avec un professionnel de santé, on a un doute, peut-être que il y a quelque chose qui relève d'un trouble du neurodéveloppement, mais peut-être que c'est simplement les conditions de vie à la maison, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la maison, on essaie de voir un peu les conditions de vie de l'enfant. Est-ce qu'on oriente vers un spécialiste, lequel, comme à un an? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on va chez l'orthophoniste avec un enfant d'un an qui répond pas à son prénom? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que dans un premier temps, il est important de s'adresser et de prendre du temps pour expliquer les choses à la famille, hein, à la maman. C'est parce que beaucoup de ces petits signes passent inaperçus quelque part. Et, et dans le brouhaha aussi des consultations, la précipitation des consultations, ces petits signes que j'ai décrits passent un petit peu inaperçus, même totalement inaperçus. Donc, vous voyez, quand j'ai dit écouter les mamans, et je pense que à 12 mois, il est important de marquer cette étape et de voir si d'autres signes, on en a parlé, hein, de, de relations sociales, de tolérance à la frustration, de répétition, d'activités motrices déjà répétitives avec des balancements, de troubles du sommeil, de troubles alimentaires, de troubles du tonus, etc. Tout ça, c'est au chapitre hein, de l'examen du 12 mois. Et dans ce contexte-là, si on voit qu'il y a vraiment une convergence vers euh, on peut dire, l'hypothèse d'un trouble du neurodéveloppement, eh bien, on va donner d'abord des conseils à la maman, à la nourrice. Euh, c'est très important aussi de faciliter.
Euh, ça a été un des travaux qui a été produit et diffusé par l'Académie de médecine, c'est de permettre à cet enfant et à cette famille de bénéficier du collectif, c'est-à-dire dans des conditions les meilleures, vraiment aller à la crèche, parce qu'à la crèche, il y a un environnement qui est un environnement de santé du tout petit qui est très performant et qui permet non seulement à l'enfant dans un collectif de vivre autre chose que ce qu'il vit à la maison, mais aussi à la maman de rencontrer des personnels. Voilà. Après, c'est sûr que si les choses se confirment, ben, nous sommes à l'année CAMS, hein, donc on sait très bien que plus tôt on s'y prend, et euh, et plus rapidement les aides qui sont apportées à l'enfant pour qu'il se développe au mieux sont apportées, quoi, avec des spécialistes qui sont ceux de la motricité. Voilà, donc si vraiment il y a une confirmation, il faut refaire l'examen, bien instruire, etc., faire les examens auditifs, et puis s'il y a un doute, eh bien, il faut s'adresser à des équipes spécialisées qui feront bah, maintenant par l'intermédiaire, vous savez, de ces plateformes. Les fameux PCO. Les fameuses PCO. Donc, sur la base de il réagit pas à son prénom, on a bien compris, hein, un langage qui se construit peut-être différemment, plus lentement, des interactions sociales. Des interactions, des gestes répétés, une espèce de pauvreté du répertoire euh, que j'appellerais psychomoteur et social. Donc là, il faut déclencher le parcours. Dès les 12 mois. Voilà. Ben oui. Vous voyez, il y a une étude récente qui a été faite euh, à la demande de la délégation interministérielle sur l'âge de qu'est-ce qui se passe avec les PCO. Et on s'aperçoit que les enfants sont référés au PCO déjà trop tard. Enfin, là, c'est 2 ans et demi, 3 ans le plus souvent. Donc c'est déjà tard. Donc on a, avec des petits signes du carnet de santé, normalement, on devrait faire des progrès. Mais tout le monde est concerné. Est-ce que ça veut dire qu'on dit à la maman, cette fameuse maman dont on parle depuis tout à l'heure, quand elle rentre chez elle, d'observer aussi Oui, peut-être à la maison bien sûr. et d'attirer son attention sur un Bien certain sûr, nombre bien sûr, au calme, de ces choses-là? parce qu'il ne doit pas être vous savez, dans le salon avec la télé au maximum, avec un écran géant et puis du bruit partout, etc. Vous voyez, et puis la socialisation, la socialisation avec les pairs, comme on dit, donc le jardin d'enfants, il est important d'alerter sans inquiéter. C'est très important d'alerter et de fournir des solutions. Vous voyez, que de- tout de suite sur l'organisation de la maison. Souvent, euh, les horaires sont pas suffisamment respectés. Le temps de repos de l'enfant est insuffisamment compatible avec une fragilité déjà. Et puis, prendre du temps avec l'enfant sans qu'il y ait de bazar, quoi. Du calme, tranquillité, disponibilité, réciprocité. Et on pourra Oui, obtenir des résultats comme ça, visibles dans cette deuxième année qui commence, puisque ah oui, finalement, après ces un an, si on revient à ce que vous évoquez là, ce calme à la maison, bien sûr. moins d'écran, on a beaucoup incriminé les écrans Ah oui, dans ce sujet-là. c'est un vrai problème de santé publique, un vrai problème de santé publique, parce que les enfants sont exposés et que les dialogues et les temps de jeu sont remplacés par une activité qu'on appellera sociale, mais par l'intermédiaire des téléphones, des ordinateurs. Vous voyez, il y a
un appauvrissement de ces stimulations qui sont maintenant interposées par des machines. Et le mieux pour que l'enfant s'identifie comme une personne ayant des interlocuteurs, hein, c'est vraiment de jouer, de danser avec lui, de faire des choses toutes simples. Michel Arcelin, je crois vous avez une question peut-être. Oui, je voulais encore repréciser peut-être quelque chose, parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé de deux grandes hypothèses, celle du spectre de l'autisme et celle du trouble de l'attention sous forme de négligence. Et je repense aux personnes qui nous regardent là, dans leur consultation, à ce Mhm. moment-là, est-ce qu'il y a des stratégies cliniques qui sont possibles, simples et possibles pour eux, pour essayer De de différencier? différencier un petit peu, ou est-ce que, au contraire, il faut réadresser? Oui, je pense que c'est difficile. À cet âge-là, ça fait l'objet de discussions au moment où on a constitué ce carnet, hein. Je me souviens que la discussion entre les troubles de l'attention et les troubles, ce qu'on appellera le- dans le spectre de l'autisme, c'était, vous voyez, on a essayé de descendre dans la période d'âge, mais c'est pas possible à cette période-là. Sauf si l'autisme se confirme très tôt, c'est-à-dire que il y a vraiment, non seulement il y a cette espèce de trilogie, c'est-à-dire le regard qui est perdu, qui est latéral, qui est même orienté vers des parties du propre corps de l'enfant, qui joue pour lui-même et pas avec les autres, la non-réponse au langage et aux stimulations qu'on appellera sociales et affectives, et puis euh, les mouvements répétés, les habitudes, l'attachement à certains, vous voyez, l'attachement irrésistible et l'intolérance au changement alimentaire, par exemple. Le fait d'introduire un nouvel aliment dans cette période d'âge où ils commencent à s'alimenter un peu comme les grands, hein, ça c'est vraiment c'est c'est un gros marqueur, hein. Donc, vous voyez, quand un enfant ne réagit pas à 12 mois à son prénom, c'est un marqueur qui est dans un contexte qui n'est pas encore pour un diagnostic spécifique, mais qui est une alarme. On a une question. Oui, il y a quelqu'un qui nous dit, mais alors, cette question de l'attention en général, est-ce qu'on peut, vous voyez, vous le lisez, hein, le trouver chez les parents, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a quelque chose du point de vue Ah, des sûr, parents? sûr, sûr. Ben, c'est un contexte, c'est le contexte de vie de l'enfant. On est passé de périodes plus anciennes où les enfants étaient langés, hein, ils étaient dans un berceau, puis euh, voilà. Et maintenant, on est dans une société où les stimulations sont multiples et sont très puissantes, très fortes. Et il y a une préférence visuelle, hein, c'est sûr, pour les écrans qui est très bien analysée. Il y a des rapports, il y a des ouvrages, etc. Il y a vraiment une politique de santé publique, de prévention qui figure dans le carnet à chaque chapitre, à chaque âge. Vous l'avez vu, et si vous ne l'avez pas encore lu, vous le verrez dans ce carnet. Attention aux écrans, parce que véritablement, il y a une puissance de, de la stimulation visuelle lumineuse et du mouvement et des couleurs qui fait que probablement il y a un impact sur le développement du cerveau. On parle d'autisme qui a été déclenché par l'isolement social face à un écran pour des raisons, je dirais, économiques, culturelles, etc., d'enfants qui ont été privés d'un développement social parce qu'ils étaient exposés de manière massive aux écrans. Mais ce qu'on comprend, enfin, ce que je comprends moi, de ce que nous dit Laure, c'est
on a le sentiment que on a un enfant qui n'arrive pas à capter l'attention des adultes autour de lui, puisque tous les adultes sont tous sur leur téléphone, et ce malheureux bébé, Oui, il voudrait bien avoir des interactions, mais les adultes autour ont mieux à faire. Est-ce que ça pourrait être ah ben oui. finalement un déclencheur de ces Alors, retards de langage, retards d'interaction? en tout cas, ça facilite pas la socialisation. Que ça déclenche l'autisme, ça c'est une autre histoire. Probablement que on ne peut pas parler de troubles du neurodéveloppement et d'autisme en dehors d'une conception qui est neurodéveloppementale précoce. L'autisme, ça commence avant la naissance, hein. C'est des réseaux nerveux qui sont fragiles, qui se câblent pas de la même manière que chez un enfant qu'on appellera ordinaire, qui va bien. Mais c'est vrai aussi que si, avec un enfant déjà vulnérable, parce que ces circuits ont du mal à se développer dans le bon sens, euh, on on lui inflige des conditions de vie qui sont très socialement privées. Euh, vous voyez, il y a une privation sociale. Voilà. On est loin du manque d'amour de la maman, hein. C'est pas ça. Mais c'est cette espèce de, de- d'hyperactivité et de stimulation qui viennent non humaines, quelque part, ça, ça va, ça ne va pas faciliter un développement social optimal. De la nécessité d'aller voir comment ça se passe dans la famille? Ah, oui, bien sûr, toujours, toujours, sans, Euh, je veux dire, évidemment que l'examen, que faire, hein, mais bien sûr, ça se passe, je vous l'ai dit, hein, c'était mon premier, c'était l'introduction. C'est-à-dire que l'enfant fait partie d'un écosystème et que avant de prononcer quoi que ce soit pour un diagnostic ou un pronostic, il est important de tenir compte de cet écosystème, bien entendu. Euh, en le connaissant le mieux possible. Un enfant qui aurait beaucoup de surnoms, qu'on appellerait par plein de surnoms différents, il pourrait ne pas répondre à son prénom parce qu'il ne sait plus très bien comment il s'appelle. Ça peut arriver. Non, je crois qu'il y a Ils finissent toujours vraiment... par comprendre que c'est lui qu'on appelle. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, parce que, tout à fait. Et même dans une situation de multilinguisme. Oui, ça c'est une colle, hein. Je ne sais pas si je sais répondre vraiment. Je pense que les jeunes enfants apprennent très très vite, hein. Et donc, ils font des associations entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent au plan sensoriel, cutané, moteur, etc. Donc, ils apprennent très très vite et ils identifient ce segment sonore comme étant répété dans des séquences motrices et sociales qui lui permettent de comprendre que c'est lui dont il s'agit. Oui, c'est une colle, hein. C'est Cette une question colle. du langage et cette question qui nous occupe aujourd'hui, hein, de cet enfant qui ne reconnaît pas son nom, en tout cas, la question du langage, c'est un sujet qui revient beaucoup sur les forums animés par l'ANECAMS en particulier. Beaucoup de questions sur ces sujets-là et des parents qu'on sent un peu désemparés par rapport à ça. Quelle réponse on peut apporter à des parents qui ont cette intuition qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce développement du langage, et qu'en particulier à 1 an, il ne répond pas à son prénom. Alors, autrefois, il y avait les grands-mères qui étaient quelquefois à proximité. On a l'impression qu'il y a quelquefois besoin pour des parents d'une aide de proximité, aujourd'hui plutôt professionnelle. Et comment est-ce que ça peut s'organiser? Comment est-ce qu'on peut, dans une équipe de proximité, donner des conseils, on en a donné quelques-uns tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on peut, dans le contexte d'aujourd'hui, accompagner des familles qui s'interrogent et qui s'inquiètent quelquefois, hein?
Euh, Accompagner, c'est déjà accompagner dans je dirais, la description du problème ou de l'absence de problème d'ailleurs. Hein. Que, pas non plus alerter. Vous voyez, euh, il arrive assez souvent que compte tenu du contexte scientifique, de tous les messages qui alertent, on peut passer de l'autre côté, c'est-à-dire inquiéter inutilement. Vous voyez, donc c'est très important de bien faire comprendre que le- les variations à la normale, à 12 mois, elles sont moins grandes que quand ils étaient plus petits, mais quand même. Donc, on n'est pas, à 12 mois, on n'est pas tous pareils et c'est pas parce on répond, on est moins attentif, on n'a pas encore de production vocale, qu'on marche, parce que les parents veulent à tout prix qu'à 12 mois, maintenant, les enfants marchent. Ben non, non. Il y a quand même une déviation standard, quoi. Et il y a un chenal dans lequel se trouvent tous les enfants. Et ne pas l'inquiéter inutilement, quoi. C'est cette espèce là, il s'agit d'une consultation, c'est le professionnel qui va donner un avis, etc. Mais vous voyez, il y a sur les ondes, il y a une espèce de surchauffe là de ce que j'appellerais les médias sur ces questions qui finissent par inquiéter. Moi, j'ai eu plusieurs, vous voyez, mamans qui m'ont appelé en me disant, vous voyez, j'ai l'impression qu'ils me regardent pas. Est-ce qu'il n'est pas autiste? Attendez, et là, ne pas répondre à son prénom, c'est exactement ça. Pas de panique. Panique. Il faut bien s'assurer que ce signe s'inscrit dans un contexte qui est en faveur d'un, de l'hypothèse d'un développement atypique. Merci, Michel. Est-ce qu'on a d'autres questions? Plus de questions en ligne. Bien, merci beaucoup. On trouve des informations complémentaires sur le site de l'ANECAMS, bien sûr, sur le site Handicap Agirto, pour trouver des signes, pour trouver les réponses des professionnels liés à chacun de ces signes de potentiel retard de développement ou retard du trouble du neurodéveloppement. Michel, on donne rendez-vous le 11 décembre prochain pour le même format qu'aujourd'hui, en une petite heure, euh, sur la base d'un signe en particulier. On parlera de motricité fine la prochaine fois. Hein. C'est ça. Que faut-il explorer chez un enfant qui montre des difficultés de manipulation? Alors c'est peut-être un peu plus grand cela, hein, non, un peu plus qu'un an. Quand la manipulation fine, c'est un peu après, je sais pas, 2 ans? On verra. Alors, on verra, voilà, rendez-vous le 11 décembre. Très bien. Et puis, 20 et 21 novembre, les journées de l'année CAMS autour des troubles du langage, justement, puisque c'est un des éléments, c'est un des signes, sans doute le signe que les parents repèrent le plus précocement, qui inquiète le plus tôt les parents. On verra comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions-là. Et je crois qu'on a tout dit. Merci de votre présence. Vous avez été très nombreux à nous suivre pendant cette heure. Merci à vous. Rendez-vous le 11 décembre dans le même format. Et cette conférence, ce webinaire sera en ligne dans quelques jours sur le site de l'ANECAMS. N'hésitez pas à le partager, à le présenter, à le revoir et à le partager autour de vous. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci infiniment, professeur C'est moi qui vous Barthélémy, d'avoir remercie. été avec nous Et puis, pendant cette heure. merci de votre participation.